pour l'anecdote autour de la table, en fait, Z, il est venu au bureau lundi pour tourner un petit podcast. Est-ce que tu peux donner si tu t'en souviens, le nom du podcast où on peut le trouver? C'est du pain sur la planche. Ouais. Pain sur la planche. Donc voilà, c'est un nouveau podcast. Il y a une chaîne YouTube là, avec déjà 2 interviews. Donc il y a Senshiro qui a fait Sweet Concrete. Oui. Il y a Johan Le School qui a fait Bravest Story. D'accord. Je crois. Et puis voilà, il aura également une interview avec le gars qui gère Manga.io. Ouais, il l'a déjà fait. Ouais, voilà. Donc c'est il est sur Instagram, il est sur YouTube et voilà, il y a les liens. Et on a fait un podcast qui a duré 1h30 facile. Hein. C'est bien. Ouais, super cool. Bah, comme un podcast, hein, voilà, tu discutes, tu vois pas le temps passer. Et voilà quoi. Et du coup, moi, j'étais à côté, je bossais sur mon ordi, j'étais de l'autre côté. Et des fois, j'entendais des petits trucs. Heureusement, je n'ai pas tout entendu parce que tu vas pouvoir nous en parler aujourd'hui. Et j'ai appris notamment quelque chose d'intéressant, c'est que à la base, toi, de formation, tu es ingénieur. Ouais. Rien à voir avec le métier d'auteur ou de mangaka, sauf s'il y a un ingénieur mangaka qui existe, mais pas à ma connaissance. Il doit y en avoir, sûrement. Mais... Donc, tu étais ingénieur en quoi? En conception mécanique. D'accord. Voilà. Donc, ma spécialité, c'était... le nom de ma formation, c'était ergonomie, design. Donc, un peu de dessin. Et ingénierie mécanique. Ok. Donc, par exemple, tu designais quoi, par exemple? En fait, tu fais de la conception mécanique au sens large. Et parfois, oui, bah, tu fais toute la création du concept, en fait, du besoin. Genre, c'est quoi ton besoin? Donc, tu fais un cahier des charges. Et ensuite, bah, t'en tires des concepts, etc. Et puis, à la fin, tu finis avec une modélisation 3D. Tu utilisais quoi, SolidWorks et Katia? Ouais, ça, c'est les logiciels qu'il y avait de base. Hein. Ouais, après, je pense qu'il y a des trucs un peu plus poussés. Après, mais c'est quoi? Du coup, c'était plus dans l'industriel au final, non? Ouais, c'était pour bosser dans toutes les boîtes qui sont dans l'automobile, l'aéronautique, enfin tout ce qui est mécanique, tu vois. Ouais, ça me parle, t'inquiète. C'est vachement spécialisé. T'inquiète, Et du coup, il y a un moment donné, je suppose, tu as arrêté de travailler pour eux pour arrêter ou directement te lancer dans une nouvelle carrière. Il y a un truc qui a fait qu'il y a eu un déclic. Je sais pas, peut-être que c'est ce que tu faisais avant qui te plaisait plus, ou tu t'es dit j'ai fait le tour de ça, j'ai une nouvelle passion, je m'y mets. Comment ça s'est passé cette transition? Ouais, alors la transition, il y a eu plusieurs points. Alors j'en parle un petit peu dans les bonus du tome 1 que Chris est en train de montrer là. D'accord. Je parle un peu de mon parcours, donc ça part de quand j'étais au niveau bac, où je savais pas trop quoi faire après. Donc je dessinais un petit peu, mais pas plus que ça. Je passais plus de temps à jouer aux jeux vidéo, quoi. Et le dessin, c'était vraiment à côté. Je connaissais personne qui dessinait. Et donc je m'étais engagé dans une formation, comme j'avais des bonnes notes en sciences, je suis engagé dans une formation pour faire ingénieur. Comme mon père est ingénieur, donc je me suis dit, allez, vas-y, let's go. Et du coup, j'ai fait un DUT en génie mécanique à l'IUT de Cachan. Et au bout de Bac plus 1, donc c'était en 2013, je vais à la Japan Expo. J'ai envie de découvrir des nouveautés. Et je vois qu'il y avait le tome 1 de Radiant. Donc je découvre, donc c'était un manga français par Tony Valente. Et là, je vois qu'il y a un auteur français qui dédicace. Et je me dis, trop cool, trop stylé, je peux discuter avec lui, lui poser des questions et tout. Donc je prends ma dédicace, on discute, je raconte un petit peu la scène un petit peu avant. Je suis en train de la montrer. Ouais, faut le focus là, exactement. C'est exactement ça. Et en fait, le petit Naruto de la Japan Expo. Exactement, on le connaît tous. C'est ça, toujours là. Et à la fin du tome 1, il y avait un concours de création de personnages. Donc il fallait créer un perso dans l'univers de Radiant, donc un sorcier avec une infection, etc. Et j'ai participé et j'ai été grand gagnant du concours. Donc en gros, il y avait 5 gagnants, mais le grand gagnant, donc première place, il redessinait le perso. Donc moi, j'étais grand gagnant et j'étais trop content, j'étais refait. Donc à partir de là, ça a été un coup de pied aux fesses un peu. C'est-à-dire me dire, il y a moyen. Parce que je dessinais pas super bien, c'est-à-dire il n'y avait pas de technique, il n'y avait pas d'ancrage, c'était que crayon à papier, pas de décor. J'estompais les grilles avec un mouchoir à l'ancienne. Et à partir de là, je me suis dit, il y a un truc quand même, il y a un potentiel. Donc voilà, j'ai commencé à dessiner plus sérieusement. J'ai ajouté un contact sur Facebook et à partir de là, mon réseau, il a commencé à grandir. C'est-à-dire qu'avec lui, j'ai découvert d'autres artistes francophones. Donc je rencontrais des gens sur Internet. Et ensuite, j'allais les voir en convention, en vrai, où j'exposais. Donc je me présentais et tout. Je montrais un peu. Donc j'avais un lutin avec mes dessins et tout. Je montrais, je demandais des avis. Et voilà, je sympathisais avec plein de gens. Et j'ai fait ça pendant toutes mes
années d'études, donc jusqu'à niveau bac, quoi. Non, jusqu'à niveau bac plus 5, pardon. Et même à l'école, on me disait, je dessinais en parallèle les week-ends. Et j'avais des amis qui dessinaient à temps plein, en tout cas une bonne partie, quoi. Et du coup, je me fixais des petits projets comme eux, quoi. Donc, on se faisait des petits one-shots, des fois des trucs en commun. Genre, notamment, il y avait Géraud, à qui on passe le bonjour, qui est l'auteur de Reaper, chez Ankama, avec qui on se disait, vas-y, on va faire nos 2 persos se taper. Et genre, on faisait une planche chacun, en fait, et on enchaînait. Donc voilà, des petits trucs comme ça. En parallèle, j'allais chaque année à Japan Expo. Je rencontrais les éditeurs aussi, tu vois, notamment celle d'Ankama, donc Élise, que je revoyais chaque année pour montrer que j'étais là, j'étais vivant, on sait jamais si un jour je passe justement la passerelle entre le monde de l'ingénierie. Ça a dû être des années un peu de galère quand même, hein, parce que j'imagine en vrai entre dessiner ta passion et en même temps te lever le matin, je sais pas, je connais pas trop les horaires que tu devais faire, mais à mon avis ça doit être du taf entre dessiner et puis en même temps bosser. Après, il n'y avait pas de contrainte quand j'étais en école d'ingé, c'était vraiment à côté, genre dans ton passe-temps, c'est-à-dire dans ton temps libre, tu vas mettre une partie pour ton dessin, quoi. Mais j'avais pas d'enjeu ou quoi, donc c'était tranquille, quoi. Donc je suis diplômé, ensuite je passe 6 mois à trouver un premier taf, donc je trouve un CDD, je bosse chez L'Oréal à ce moment-là. Et je voulais passer, je préparais le terrain petit à petit, mais je n'osais pas quitter l'ingénierie pour aller vers métier d'auteur, quoi. Parce que forcément, là c'est un cas particulier, parce que tu passes d'un métier où tu as quand même un peu un niveau de vie, en tout cas une promesse d'un niveau de vie, avec congé payé, chômage, machin, etc. Donc tu as une sécurité de l'emploi, on va dire, à un domaine où c'est complètement incertain. Tu sais pas si ça va marcher, t'as pas de chômage, t'as pas de congé congé maladie, pardon, des congés maternité aussi, en l'occurrence. Et ouais, donc c'est chaud. D'autant plus, c'était une période où il y avait la Ligue des auteurs pro qui communiquait beaucoup sur les conditions de travail des artistes auteurs, le fait que la moitié sont sous le seuil de pauvreté, c'est tout. Donc hyper fun. Mais voilà, pendant ce temps, les potes à Angoulême et tout, ils me cuisinaient pour me dire mais vas-y, passe, fais-le, machin et tout. Tes parents, on s'en fout de ce qu'ils pensent, machin. Et moi, pour le coup, à l'époque, c'était important d'avoir la validation de mes parents. Je n'osais pas aller à l'encontre, quoi. Avec le recul, c'est peut-être bête, mais moi, pour le coup, à l'époque, c'était important, quoi, qu'ils valident. Normal. Plus, c'est forcément, il y avait plusieurs phases où j'avais envie de tout lâcher pour me consacrer vraiment au manga. Notamment mon stage de fin d'études où il y a une collègue qui me cassait les pieds et j'avais envie de l'envoyer se faire tout simplement en fait. Et je me suis dit non, prends sur toi, t'inquiète, il reste que 2 semaines, prends sur toi, ça vaut pas le coup de chier ton stage de fin d'études, ça va passer tranquille. Donc c'était pas facile du point de vue des parents, notamment que ils te payent 5 ans d'études et tout, et du jour au lendemain tu dis finalement j'avoue ça j'arrête, tu vois. C'est en plus je bossais chez L'Oréal, donc j'avais souvent des produits gratuits, tu vois. Donc en plus je bossais au luxe et tout, donc les pièces que tu utilises pour les tests, les transports et tout, tu vas pas les jeter, donc tu fais profiter tout le service, quoi. Donc toutes les femmes dans mon entourage, elles étaient contentes, quoi. Le mec il dit du shampoing. des soins pour la peau, et t'imagines du jour au lendemain, écoute maman, c'est fini, hein, les produits gratos, tu vois, j'aurais des mangas peut-être, tu vois. Donc les parents ils sont pas trop chauds, normal, ils s'inquiètent, hein. Je me posais des questions pendant mon CDD. À la moitié de mon CDD, j'ai un entretien de mi-parcours où on me dit on est content de toi, mais t'es pas assez passionné, faut que tu te bouges un petit peu, quoi. Parce qu'il y avait autre chose à côté. Grillé, tu vois. C'est pas ma passion, mais après, je posais plein de questions, mais c'était plus pour survivre, en fait, tout simplement. Quoi. Et en même temps, quand j'étais à la moitié de mon CDD, donc il y avait Ankama qui revenait vers moi pour me proposer de faire le tome 5 de Wakfu. Donc, c'est-à-dire le tome final de la série, parce que le dessinateur il avait lâché le projet, donc il restait un tome à faire. Et c'était tentant parce que tu as un seul tome, donc tu n'as pas la problématique de la série derrière, c'est-à-dire avec le rythme à assumer et tout.
T'as déjà les persos, c'est calé, t'as la charte graphique, tout est là, tu vois. En plus, c'est une série qui a une bonne commu, donc pour commencer, c'est bien. Ouais, j'avoue, pour te faire un nom, ça peut être cool. Et du coup, je me suis dit, ça peut être intéressant. Ils m'ont donné une deadline idéale. Du coup, j'ai fait un rétro-planning. Je fais, ok, ça veut dire il faut que je fasse chaque semaine 5 pages. Donc j'ai dit, écoutez, on va faire un test, un test de rythme. Donc je vais essayer de faire ça en plus de mon taf d'ingé. Et donc je commence du lundi au vendredi, je devais faire un crayonné chaque soir en rentrant. Et le week-end, il fallait que j'encre les 5 pages. Donc voilà, super semaine. Enchaîner de taf, quoi. Du coup, ta journée de taf, elle commence quand tu te lèves à 7h. Tu rentres chez toi entre 19h et 20h. Ouais, c'est la question que j'allais te poser. Ouais. Et ensuite, à 21h, il faut que tu attaques ton crayonné. Et je le finissais vers 23h30 minuit. Donc ta journée de taf, c'est 7h minuit, en fait. Et je fais ça. Et le mercredi, je commence à fatiguer. Et le jeudi et vendredi, je suis au bout de ma vie. Je m'endors au taf et tout. Donc ça impacte mon taf principal. Hein. Et j'arrive le week-end et il faut ancrer tout ça, tu vois. Donc tu dis 3 pages le samedi, 2 pages le dimanche. J'en fais 2 le samedi. Je me dis je ferai le reste le dimanche. Et finalement, j'en fais que 2 autres, tu vois. Et l'après-midi, vers 18h, j'en peux plus. J'ai envie de tout renverser. J'arrête, c'est mort, j'arrête tout. C'est fini. Les types qui disent qu'on peut faire 2 métiers en même temps, auteur et machin, c'est des clowns, c'est mort. En fait, si tu fais tout seul et qu'il n'y a personne pour t'aider sur l'ancrage ou ce genre de truc... C'est le but, c'est le rôle du dessinateur, tu vois. Pour le coup. Et, mais même, il n'y aurait pas eu d'assistant, il n'y aurait pas eu besoin parce que ça se passait beaucoup dans la neige, tu vois. Donc voilà, c'est tout plan, les décors, c'est assez simple. Mais voilà, c'était trop chaud, t'as pas le temps de souffler, tu t'endors au taf, quoi. Donc j'ai abandonné et c'est... du coup, j'ai décliné l'offre, quoi. Et c'est là que je me suis dit, quitte à bosser longtemps sur un one-shot et que ça me prenne beaucoup de temps, autant que ce soit un truc perso, quoi. Et c'est là que j'ai eu l'idée de Space Punch. Et du coup, à la fin de mon CDD, donc c'est quelques 5 mois après, on m'annonce que je suis pas... mon N+1, mon N+2 qui me disent on a des bons retours des collègues, mais t'es pas assez passionné, donc on te remplace par quelqu'un qui revient de congé mat, qui a plus d'expérience, voilà, donc on te conseille d'aller vers un métier plus graphique. Et à ce moment-là, je me dis, en fait, je suis un peu soulagé, parce que je me dis, voilà, ok, j'ai tout tenté, j'ai essayé de le reconduire en CDI et de jouer le jeu, mais voilà, ça suffit pas, je suis pas passionné, je peux pas le cacher. Et à partir de ce moment-là, je me dis, je vais me lancer à fond dans le manga, quoi. Donc je profite du chômage pour faire mon dossier, il me prend 5 mois. Et au bout de 5 mois, j'ai un dossier vraiment béton. En parallèle, j'ai vu les éditeurs à Angoulême, déjà, pour présenter les pages, au moins, teaser, en fait. Donc voilà, il y a déjà... j'étais déjà sur le terrain, donc il y a eu un contact visuel. J'ai la carte de visite, ils ont vu à peu près les pages. J'envoie mon dossier ensuite en mars. Et c'était accepté chez la plupart des éditeurs à qui j'ai envoyé. Et puis j'ai choisi Ankama. Ok. Voilà, donc le long parcours, il y a pas mal d'étapes. Et qu'est-ce qui a fait que Ankama et pas d'autres un peu plus un peu plus connus que ceux qu'on a, parce que je sais qu'il y a des éditeurs genre Kiun par exemple aussi qui mettent en avant des mangas français. Il y a Pika aussi qui le fait, Kana aussi. Et du coup, pourquoi toi t'as choisi Ankama plutôt que... Alors il y a plusieurs critères. Alors pour tout ce qui est distribution, com et tout, c'est relativement équivalent. Ensuite, il y a le feeling avec l'éditeur parce que c'est une relation longue durée. Et notamment, si tu veux avoir des tomes en plus pour ta série, si tu vises plus que 5 tomes, c'est quand même bien que tu t'entendes bien pour qu'ils te permettent de faire des tomes. Et voire même des fois, il y a des éditeurs qui signent des auteurs parce qu'ils s'entendent bien avec eux. C'est-à-dire, même si la première série elle a floppé, c'est pas grave, on te prend sur une autre. Donc ouais, c'est important. D'autant plus que c'est de l'artistique, donc des fois il y a des accords un peu, tu vois. Donc c'est bien qu'il t'ait un bon feeling et que tu sentes que tu vas pouvoir passer outre ces désaccords justement. Ensuite, y a la rémunération, forcément, ça joue pas mal, quoi. Donc selon que tu es payé au tarif ou à la page, ça diffère. Au tarif, c'est-à-dire peu importe le nombre de pages que tu fais, tu es payé pareil. Okay. C'est-à-dire que tu fasses 160 ou 200, on s'en fiche. Tu as un minimum, 160 quoi. Et que tu fasses jusqu'à 200 pages, tu es payé pareil. Donc tu as intérêt à faire le minimum si tu veux être rentable. Mais moi, comme je dépasse de ouf, c'est quand même mieux d'être payé à la page, tu vois. Au moins, ça colle, c'est raisonnable. C'est la valeur juste, quoi.
Et puis également le nombre de tomes garantis. C'est-à-dire, il y a pas mal d'éditeurs. Donc, quand tu as envie de faire un dossier, tu te projettes sur une série quand même qui peut aller potentiellement au-delà de 10 tomes et tout. Et la plupart des éditeurs, ils te disent, OK, vu que la plupart des mangas français sont pas rentables, en fait, et ça, c'est une des problématiques, c'est qu'il faut que ça marche très bien dès le départ. C'est que les éditeurs vont dire, OK, bah, tu sais quoi, on t'édite un premier arc en 3 tomes, c'est-à-dire tu as une intrigue qui tient déjà en 3. Et si ça se vend bien, c'est-à-dire que dès le tome 2, ça suit, tu vois, et ben on prolonge, tu vois. Et du coup, tu as des auteurs qui font en sorte voilà, que ça se finisse en 3 et ensuite, voilà. Moi, j'ai 5 tomes minimum, donc j'ai un peu plus de marge. Parce que 3 tomes, c'est trop chaud. Ils vont regarder les ventes du tome 2 pour voir si c'est rentable. Et en plus, tu as plein de lecteurs qui reportent leurs achats. C'est-à-dire, c'est dans les habitudes, il y a plein de lecteurs, non, des lecteurs qui reportent leurs achats. Parce que tu as plein de lecteurs qui ils achètent en groupé, en fait. Okay, c'est-à-dire ils attendent qu'il se passe pas mal de trucs dans la série, voire que la série soit finie, pour acheter les tomes, quoi. Et souvent, je vois des commentaires de gens qui disent « Ouais, le tome 1, masterclass, trop bien et tout. Jette que le tome 3 pour acheter le 2. » tu vois. Que le tome 3, il sorte pour acheter le 2. C'est une logique chelou, un peu. Parce que, perso, moi, quand j'ai lu le tome 1, je dis je veux la suite. Bon, heureusement que là, tu vois, il y a les 3 qui sont dispo. Mais en vrai, le 1, déjà, il te laisse sur ta faim. Et après, chacun a sa façon de fonctionner. Pour pas être sur ta faim, c'est comme les gens qui veulent regarder tous les épisodes d'une série. Ouais, je suis d'accord, mais tu vois, je veux dire, il y a des séries, enfin, il y a des mangas, quand ils sortent, tu sais que, comme il l'a dit, bah lui, en fait, ça dépend des ventes. S'il veut continuer, il faut que cet homme, il fonctionne. Ouais, et le problème, c'est que si toi, par exemple, dans ta pile à lire, bah, tu vas mettre de côté un Space Punch et tu vas plus prioriser genre les gros bangers du moment, là, tout ce qui sort, là, les Dandadan, One Piece et compagnie, alors qu'en vrai, il n'y a pas besoin, tu vois. Après, mais bon, les gens, quand ils achètent, ils pensent pas à ça. Oui, ils pensent pas à ça, mais parce que c'est ça, mais parce que les gens ne savent pas qu'en fait, lui, bah, derrière, il doit faire ses ventes parce que sinon, c'est mort. Et les gens, en fait. Même s'ils le savent, sans manquer de respect, c'est pas leur problème. Oui, c'est pas leur souci, mais effectivement, après, tu vois, ça dépend comment toi, tu vois le manga français, enfin, je dis pas toi, mais je veux dire les gens en général, parce que effectivement, les séries Jap marchent très bien, mais c'est vrai que les séries françaises ont un peu plus de mal à décoller. Du coup, tu vois, c'est là où les gens, s'ils ont kiffé un tome 1, doivent se dire, bah vas-y, en soutien avec l'auteur. Tu vois, c'est un peu pour les mêmes délires avec Last Man, et tu vois, c'était la même chose. Bah voilà, tu vois, après, faut pousser. Dites-nous dans le chat si vous êtes du genre à acheter un tome à chaque fois qu'il sortent, ou si vous préférez acheter des blocs de 3, de 5, parce que c'est intéressant du coup d'avoir les petites stats du chat. Mais c'est pour ça que du coup, comme tu nous as dit, tu as un peu négocié pour avoir 5 tomes et pas que 3, justement pour essayer d'éviter ce problème. Et puis surtout, ils se baseront pas que sur le 2, parce que s'ils se basent sur le 2, c'est parce que c'est au moment du 2 que tu vas renégocier ton contrat, c'est ça? Disons que si la série c'est 3 tomes, c'est-à-dire ils vont regarder les ventes du 2 pour qu'ensuite tu puisses adapter à peu près le scénario du 3, tu vois. Okay. Parce que tu vas bosser sur ton 3 quand le 2 il va sortir en fait. Et du coup tu peux ajuster si la série elle est poursuivie. Mais si ça s'arrête, bah ça s'arrête quoi. Et ouais, en fait les éditeurs français ils sont obligés de sortir tous les tomes d'une série, d'une licence qu'ils importent. Tu vois, Hippo, je suis sûr ils perdent de l'argent, tu vois. Ah sûr. Okay. Obligé. Ils perdent. Malheureusement, mais il est obligé de tous les sortir parce que tu as la relation avec l'éditeur et tout, tu vois, et ça peut pas le faire. Alors que moi, tu vois, je suis pas une énorme entreprise, tu vois, qui peut faire pression pour qu'ils sortent tout. Non, je suis un petit auteur et ça doit marcher direct. Donc, autant Kyun, Glénat, Kana, etc., qui importent la licence, ils peuvent être rentables après. Tu vois, pas forcément au début. Ouais. Parce que après, tu auras l'animé, tu auras machin. Nous, les Français, c'est tout de suite, direct. Tu vois que ça doit être rentable. Et moi, sur la série, là, ça va être plutôt le tome 3 qui vont regarder les ventes, notamment première semaine. C'est important parce que c'est la semaine des nouveautés. Et la semaine d'après, il y a d'autres nouveautés. Donc, hop, ça dégage, quoi. Donc, ils vont regarder les ventes tout de suite. Donc, c'est important, les mangas français, de soutenir au rythme de parution. Après, tu peux les acheter et les lire plus tard, tu vois, genre regroupés. Mais ouais, c'est important de lire direct. Après, le phénomène dont je parle, c'est-à-dire les lecteurs qui reportent leurs achats, je ne sais pas à quel point c'est significatif. Il y en a qui me disent qu'il y en a beaucoup qui font ça. D'autres qui me disent que non, en général, quand ils kiffent, ils vont acheter direct.
Je sais pas trop, tu vois. Mais voilà, c'est quand même important de soutenir. En vrai, moi, je remets ça sur le dos de la surconsommation du manga qu'on a actuellement. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit, il y a trop de sorties. Et en fait, c'est plus étalonné sur 2-3 semaines. Tu vois, moi, je me rappelle quand j'étais vraiment très jeune, fallait vraiment attendre tes 2 mois. Et entre-temps, tu avais d'autres trucs qui sortaient. Mais c'était vraiment très espacé. Aujourd'hui, entre la première semaine, la semaine A, on va dire, et la semaine B, c'est vrai que les mangas de la semaine A, une fois que tu arrives à la semaine B, bah, ils passent, soit ils sont encore un peu sur les étalages, soit ils passent tout de suite à côté, parce que, et je le vois quand on passe à Tsume, par exemple, ils reçoivent des cartons tous les jours. Et après, il faut déjà trouver la place, où est-ce que tu vas le mettre, lui, est-ce que je le laisse là, ou je le bouge, et en fait, après, bah... Bon, après, ça dépend des dimensions, mais sans compter les rééditions aussi. Tu vois. Donc encore plus de place, ouais. C'est assez frustrant. Pas forcément, c'est le jeu, mais ouais, genre, tu vois, quand t'as ton tome qui sort, donc t'as les libraires qui te connaissent qui vont te taguer, en fait, ils vont faire le bilan des sorties de la semaine. Et toi, tu vois, tu défiles les pages et tu vois pas ton manga. Et genre, t'es à la page 6 sur 10, tu vois, des nouvelles. Tu dis, t'es dans tout ça, quoi. Avec tous ces blockbusters qui sortent. Et tu dis que ouais, tu dois te faire une place cette semaine. Ça doit être très frustrant et ça doit être dur de se dire que autant il y a de la concurrence avec déjà entre auteurs français, mais vous donnez plus de la force. Pas tant que ça, on oui, beaucoup de force. Ouais, je le vois sur les réseaux, tu vois. C'est plus avec les auteurs japonais. C'est ça. Parce qu'on n'est pas à armes égales, quoi. Parce que bah, nous, la plupart du temps, on est tout seul. Les Japonais, ils sont par équipe de... Voilà, ils ont 4-5 assistants, voire plus des fois. Et genre, par exemple, je regardais Gachakuta, là, qui sort au Japon, il y a le tome 4 qui est sorti là. J'ai vu les dates de parution, c'est tous les 2 mois. Tu vois, mais comment tu peux lutter, tu vois, genre, ils ont un rythme, tu peux pas. Déjà, ils sont beaucoup, mais en plus, individuellement, ils ont un rythme de fou. Tu vois, c'est-à-dire une vie pas du tout équilibrée. Donc, c'est laborieux. Donc, on doit compenser avec d'autres trucs.